Cours de physique-chimie niveau première spécialité, chapitre molécules polaires et apolaires. Partie constitution et transformation de la matière. Au sommaire de ce chapitre, 1. Électronégativité, 2. Valeur de l'électronégativité pour les éléments les plus courants, 3. Variation de l'électronégativité dans le tableau périodique, 4. Liaisons polarisées et non polarisées, 5. Charges partielles, 6. Exemples de liaisons polarisées, la liaison carbone-oxygène, 7. Quelques exemples de liaisons non polarisées, 8. Qu'est-ce qu'une molécule polaire, 9. Quelques exemples de molécules polaires, 10. Qu'est-ce qu'une molécule apolaire, 11. Méthode pour déterminer si une molécule est polaire. 1. Électronégativité. L'électronégativité est une grandeur qui a été définie pour traduire la tendance d'un atome à attirer vers lui les électrons partagés au sein d'un doublet liant. Par définition, un doublet liant est constitué des deux électrons mis en commun par deux atomes liés. Chaque atome partage avec l'autre un électron de sa couche de valence. Cependant, le partage de ces électrons n'est pas toujours symétrique. Il est possible que les électrons partagés se rapprochent davantage d'un des atomes que de l'autre. Les électrons d'une liaison, double liant, se décalent toujours vers l'atome le plus électronégatif. Si des atomes ont des électronégativités égales ou très proches, alors la répartition des électrons double liant reste symétrique. Donc finalement, on retient que l'électronégativité est une grandeur sans unité, qui a pour symbole la lettre grecque chi minuscule, et dont la valeur est donnée par une échelle. La plupart du temps, cette échelle, c'est celle de Pauling. 2. Valeur de l'électronégativité pour les éléments les plus courants. Donc, voici quelques exemples de valeurs d'électronégativité qu'on peut retrouver pour certains éléments. Donc pour l'hydrogène 2,2, le carbone 2,55, l'azote 3,01, l'oxygène 3,44, le fluor 3,98, le sodium 0,93, l'aluminium 1,61, le silicium 1,9, le phosphore 2,19, le soufre 2,58 et le chlore 3,16. Donc on peut voir que ces éléments ont des valeurs d'électronégativité qui vaut au maximum quelques unités et qui peut descendre jusqu'à quelques dixièmes. 3. Variation de l'électronégativité dans le tableau périodique. D'une manière générale, l'électronégativité augmente le long d'une période du tableau périodique. Remarque qu'il s'agit d'une tendance générale, mais il peut y avoir des exceptions à cette règle. Alors, pourquoi cette croissance de l'électronégativité le long d'une période? Si l'on compare les éléments d'une même ligne du tableau périodique, on peut remarquer que tous les atomes d'une même période disposent de la même couche de valence. Par conséquent, les électrons de valence de ces atomes sont à des distances proches de leur noyau. Par ailleurs, on peut également observer que le long d'une période, le numéro atomique est croissant, et que par conséquent, les protons sont de plus en plus nombreux le long d'une période. Il en résulte que le long d'une période, les noyaux atomiques exercent une attraction électrique croissante sur les électrons de valence, et donc sur les électrons des doublés liants. Les noyaux attirent davantage les électrons des doublés liants vers eux, par conséquent, ils sont davantage électronégatifs. Donc on retient que l'électronégativité également diminue le long d'une colonne du tableau périodique. Remarque, là aussi, il s'agit d'une tendance générale, qui peut présenter quelques exceptions. Alors pourquoi cette décroissance de l'électronégativité le long d'une colonne? Eh bien, ce résultat peut s'expliquer par le fait qu'à chaque nouvelle période du tableau périodique correspond une nouvelle couche de valence, plus éloignée du noyau que les précédentes. Cet éloignement progressif de la couche de valence est le facteur qui provoque une diminution de la force électrique exercée par le noyau, malgré l'augmentation du nombre de protons. 4. Liaison polarisée et non polarisée. Définition d'une liaison polarisée. Une liaison covalente entre deux atomes est polarisée si la différence d'électronégativité entre ces deux atomes est suffisamment élevée, au-delà de 0,4 en général. Donc autre formulation équivalente de cette définition, si la valeur absolue de la différence entre l'électronégativité de l'élément B et celle de l'élément A, donc ce qu'on note entre barres de valeur absolue qui de B moins qui de A, est supérieure à 0,4, alors la liaison entre A et B est polarisée. Remarque,
Si la différence d'électronégativité est trop grande entre deux atomes, on considère en général que la limite est à 1,7, alors ces atomes ne peuvent plus former de liaison covalente. Il n'y a plus de partage d'électrons. L'atome le plus électronégatif s'accapare le ou les doublets d'électrons et forme un anion, tandis que le moins électronégatif forme un cation. Définition d'une liaison non polarisée. Une liaison est non polarisée lorsque les deux atomes liés ont une faible différence d'électronégativité, au maximum 0,4. Autre formulation équivalente de cette définition, donc valeur absolue de chi de B moins chi A, donc valeur électronégativité de l'élément B moins électronégativité de l'élément A en valeur absolue, inférieure ou égale à 0,4, alors la liaison entre A et B est non polarisée. 5. Charge partielle. Lorsqu'une liaison est polarisée, la différence d'électronégativité entre les deux atomes se traduit par un décalage des électrons du doublet liant vers l'atome le plus électronégatif. L'orbite des électrons du doublet liant est plus proche de l'atome le plus électronégatif. En moyenne, il y a donc un excès d'électrons vers l'atome le plus électronégatif, et donc aussi un excès de charge négative. Il y a aussi un déficit, un défaut, d'électrons vers l'atome le moins électronégatif, et donc un déficit de charge négative équivalent à un excès de charge positive. Les deux atomes de la liaison polarisée restent donc toujours globalement neutres, mais on dit que l'excès de charge négative vers l'atome le plus électronégatif correspond à une charge partielle négative notée delta-, delta minuscule. On dit également que l'excès de charge positive vers l'atome le moins électronégatif correspond à une charge partielle positive notée delta+, donc delta minuscule toujours. L'atome le moins électronégatif constitue donc un pôle positif, tandis que l'atome le plus électronégatif correspond à un pôle négatif. C'est en raison de l'existence de ces deux pôles que la liaison est dite polarisée. 6. Exemple de liaison polarisée. La liaison carbone-oxygène. L'électronégativité du carbone est de 2,55 et celle de l'oxygène est de 3,44. Si l'on calcule la valeur absolue de la différence de ces électronégativités, on obtient 3,44 moins 2,55 égale 0,89. Cette différence est bien supérieure à la limite de 0,4, ce qui nous confirme que la liaison est polarisée. L'atome d'oxygène est le plus électronégatif et porte donc une charge partielle négative, delta-. Le carbone est moins électronégatif et donc il porte une charge partielle positive, delta+. Donc voilà comment ensuite on voit comment on pourrait noter ce résultat. On représente la liaison oxygène-carbone en notant donc delta- sur l'oxygène et delta+ sur le carbone. D'accord ? Il n'est pas obligatoire de donner la valeur de l'électronégativité. 7. Quelques exemples de liaisons non polarisées. Une liaison entre deux éléments identiques n'est jamais polarisée. La liaison carbone-carbone n'est pas polarisée. La liaison hydrogène-hydrogène n'est pas non plus polarisée. La liaison azote-azote n'est pas polarisée, etc. La liaison carbone-hydrogène. L'électronégativité du carbone est de 2,55, celle de l'hydrogène de 2,2, et la valeur absolue de cette différence vaut donc 2,55 moins 2,2 égale 0,35. Cette différence est inférieure à la limite de 0,4, par conséquent la liaison entre un carbone et un hydrogène n'est pas polarisée. 8. Qu'est-ce qu'une molécule polaire? Donc définition. Une molécule est qualifiée de polaire si elle dispose d'un pôle positif correspondant au centre des charges partielles positives, d'un pôle négatif correspondant au centre des charges partielles négatives, et à condition que ces deux pôles soient localisés en des points différents. Par conséquent, une molécule ne peut être polaire qu'à condition de posséder des liaisons polarisées, au moins une, puisque ce sont ces liaisons qui font apparaître les pôles positifs et négatifs. Et condition supplémentaire, il faut que ces polarisations ne se compensent pas, et que le centre des charges partielles positives ne soit pas situé au même point géométrique, que le centre des charges partielles négatives.
9. Quelques exemples de molécules polaires. Donc voici quelques exemples de molécules polaires courantes. Donc la molécule de chlorure d'hydrogène. Donc on a une liaison entre un hydrogène et un chlore, avec une électronégativité de 2 pour l'hydrogène et de 3,16 pour le chlore. Le calcul de la différence d'électronégativité nous donne 0,96. Donc on en déduit que l'on a bien une liaison polarisée. Le moins électronégatif, l'hydrogène, porte une charge partielle positive, et le plus électronégatif, le chlore, porte une charge partielle négative. Cette liaison est polarisée, étant donné qu'elle est la seule et unique liaison de la molécule, on en déduit que la molécule est elle-même polaire. Ensuite, exemple de l'eau, H2O. On aura cette fois dans cette molécule deux liaisons oxygène-hydrogène, avec un oxygène qui est bien plus électronégatif que l'hydrogène, et donc les deux liaisons oxygène-hydrogène seront polarisées. Par conséquent, l'oxygène va cumuler deux charges partielles négatives, et chaque hydrogène portera une charge partielle positive. Le centre des charges partielles négatives sera bien situé sur l'oxygène, puisqu'il est le seul et unique centre négatif, et par contre, le centre positif sera le milieu du segment qui va joindre nos atomes d'hydrogène, qui sont tous les deux porteurs d'une charge partielle positive. Exemple de la molécule de méthanol, donc un alcool, C3OH. Cette molécule possède une liaison polarisée carbone-oxygène et aussi une liaison polarisée oxygène-hydrogène. Donc l'oxygène va cumuler ici deux charges partielles négatives et va constituer le centre négatif. Le centre positif, lui, eh bien, va être au centre des deux atomes qui portent une charge partielle positive, c'est-à-dire le carbone et l'hydrogène. Donc on aura bien, étant donné la géométrie autour de l'atome d'oxygène, qui est une géométrie coudée, on aura bien un centre positif qui ne sera pas situé au même endroit que le centre négatif. Conclusion, les polarisations de la molécule ne se compensent pas, on a bien deux centres distincts, et cette molécule est polaire. 10. Qu'est-ce qu'une molécule apolaire? Donc définition, une molécule apolaire est une molécule qui n'est pas polaire, tout simplement. C'est-à-dire qui ne possède pas un centre positif et un centre négatif distinct. Il va y avoir deux cas possibles. Une molécule peut être apolaire car elle ne comporte pas de liaison polarisée. Ces atomes ne présentent pas de différence d'électronégativité suffisante. C'est le cas par exemple pour les hydrocarbures, alcanes, alcènes, alcynes, qui ne sont constitués que d'atomes de carbone et d'hydrogène, qui forment uniquement des liaisons non polarisées. Donc, s'il n'y a que des liaisons non polarisées dans une molécule, eh bien, la molécule elle-même ne présentera pas de pôle négatif, de centre négatif, ni de centre positif, et ne sera pas polaire. Deuxième possibilité, une molécule peut aussi être apolaire si les différentes polarisations se compensent, et que les centres de charge positive et négative se superposent, c'est-à-dire sont localisés en un même point. C'est le cas par exemple dans le dioxyde de carbone, qui comporte deux liaisons polarisées carbone-oxygène, mais dont le centre positif et le centre négatif se superposent au niveau de l'atome de carbone. 11. Méthode pour déterminer si une molécule est polaire. Donc étape 1, rechercher le schéma de Lewis de la molécule, voir le cours sur le schéma de Lewis. Étape 2, rechercher la géométrie de la molécule à partir du schéma de Lewis, voir le cours sur la géométrie des molécules. Ensuite, étape 3, comparer l'électronégativité des atomes de la molécule et rechercher les liaisons polarisées. Donc là, à partir de ce moment, si on constate qu'il n'y a pas de liaison polarisée, on peut tout de suite conclure qu'on a affaire à une molécule qui est apolaire. Si par contre, autre cas particulier, s'il y a une seule liaison polarisée, alors on peut conclure que la molécule est nécessairement polaire, puisqu'elle présentera forcément un pôle positif et un pôle moins distinct l'un de l'autre. Si on n'est dans aucun de ces deux cas, eh bien, on passe à l'étape 4. On place les charges partielles positives et les charges partielles négatives sur les atomes des liaisons polarisées. Et ensuite, on recherche, étape 5,
le centre géométrique des charges partielles positives et le centre géométrique des charges partielles négatives. Et là, on peut tirer une conclusion. Si ces deux centres sont situés en des points différents, alors la molécule est polaire. Si deux centres sont situés au même point, donc ils se superposent, alors la molécule est apolaire. Donc voilà la fin de ce chapitre, de ce cours. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire.